Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Messieurs, mesdames, auditeurs et téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce débat dont le thème s'intitule La rentrée scolaire 2019-2020. À quoi faut-il s'attendre? La rentrée des classes s'effectue ce mardi au Mali entre espoir et inquiétude. Si la reprise a été constatée dans plusieurs localités, à Gao et dans d'autres localités, elle n'a pas pu avoir lieu à cause des différentes situations. Quelle sera la couleur de l'année académique 2019-2020 au Mali? Comment faire face aux défis? Les engagements pris par les partis ont-ils été respectés? Nos invités, Adam Fomba de la Synergie du syndicat national des enseignants signataires du 15 octobre 2016. Monsieur Fomba, bonsoir. Bonsoir. Nous avons également Djoukamadi Sissoko, un membre de la Fédération nationale de parents d'élèves. Monsieur Sissoko, bonsoir. Bonsoir. Également Boubacar Bokoum, analyste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Bokoum, bonsoir. C'est moi qui vous remercie. Je suis Imran Akilo à Maïga. Le Grand Dialogue. Alors, Monsieur Fomba, dans quelles conditions les cours reprennent au Mali? Tout d'abord, je tiens à remercier Studio Tamani pour l'occasion qu'il nous offre pour nous permettre d'atteindre le maximum de gens. Aussi dire ce que nous pensons de la situation de l'école. Donc cela dénote votre engagement et aussi l'intérêt que vous accordez bien sûr à la question de l'école. Aujourd'hui, effectivement, c'est la rentrée des classes. Comme vous l'avez dit dans votre introduction, c'est entre l'espoir et les inquiétudes. Quand même, en ce qui nous concerne, nous les enseignants, il y a des difficultés quand même qui sont constatées aujourd'hui sur le terrain. Entre autres, il faut noter bien sûr le manque de fournitures dans les établissements secondaires, parce qu'il y a beaucoup d'établissements aujourd'hui qui n'ont pas pu donner les fournitures aux enfants. Cela est dû à quoi? Cela est dû parce que l'État n'était pas suffisamment prêt, et bien sûr, pour cette rentrée scolaire. Et sinon, effectivement, les fournitures devraient être dans tous les établissements du Mali et pour que les enfants viennent y retrouver les fournitures et reprendre les cours. Et aussi, les enfants dans quelques localités n'ont pas répondu à l'appel. Et aussi, bien sûr, il y a des préavis qui étaient déposés dans certaines localités, notamment à la région de Gao. Le gouverneur n'a pas pu trouver intérêt d'entente, bien sûr, avec les syndicats. Nous arrivons à ce terme. Voilà. Alors, Monsieur Sissoko, êtes-vous confiant en tant que parent d'élève pour la suite de l'année scolaire? Bon, d'abord, je me joins à Fomba pour vous remercier. Je remercie également nos spectateurs et auditeurs. Et je crois que je suis optimiste, car je crois que nous avons posé les jalons quand même pour le devenir. Et je crois que Fomba ici ne me démentira pas. Quant à ces inquiétudes, je crois que c'est un début d'exécution d'un exercice qui s'avère un peu compliqué parce que nous venons de très loin et le temps n'est pas notre allié. Alors, Monsieur Bokoum, le temps n'est pas notre allié. Comment vous voyez la couleur de cette rentrée des classes? Oui, vous savez, aujourd'hui, l'éducation de façon générale est un problème crucial pour notre pays. Et vu aujourd'hui toutes les difficultés que le pays traverse après presque 50 ans d'indépendance, nous voyons là où nous en sommes aujourd'hui, c'est que le bas blesse énormément au niveau de l'éducation. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui qu'à un moment donné, il faut faire vraiment le distinguo entre le va-vite aujourd'hui qu'on est en train de faire pour éteindre le feu parce qu'il y a quelques petits soucis par rapport au syndicat des enseignants. Et ce n'est pas que les enseignants, c'est toutes les corporations aujourd'hui qui sont en train de revendiquer. Donc le front social, il est totalement en ébullition. Et cela est dû généralement à un problème de vision et de gouvernance. Vous savez, l'éducation, ce n'est pas que l'instruction. Voilà, parce qu'il faut comprendre déjà que c'est un ensemble de phénomènes qu'il faut enclencher au niveau de l'éducation. Et la vie d'une nation dépend effectivement de quelles capacités de planification stratégique nous sommes en mesure de mettre en œuvre pour l'application d'un enseignement. Aujourd'hui, vous prenez l'enseignement qu'on est en train de dire qu'on va sauver une année scolaire. Sauver une année scolaire pour avoir quel modèle d'étudiants, pour avoir quel genre de fonctionnaires, pour les intégrer dans quel système, dans quel modèle économique. Nous n'avons aucune vision structurelle qui nous permette aujourd'hui de dire que nous avons même un enseignement. Aujourd'hui, nous envoyons, c'est vrai, des enfants à l'école, mais c'est pour que ces enfants-là fassent quoi? Qu'ils fassent de ce pays-là quoi?
quelle vision, quel modèle nous avons. Donc en réalité, c'est un échec patent. Il est loisible aujourd'hui de constater que nos autorités n'ont pas de vision. C'est ce qu'il m'a montré tout de suite quand, à ce stade des choses, il n'y a même pas de matériel didactique à l'école. Ça veut dire que cette planification stratégique dont l'État a besoin et le sérieux avec lequel les problèmes de l'enseignement doivent être traités ne le sont pas. Pour l'instant, je m'en arrête là. Peut-être qu'au fil du débat, voilà, il y a des observations que je vais apporter par rapport à un certain nombre de mécanismes de la gouvernance de l'école. Alors, M. Sissoko, tout à l'heure, vous dites que vous êtes optimiste quant à la rentrée scolaire. En quoi vous êtes optimiste? Parce que moi, j'ai foi et j'ai confiance en l'être humain. Et je crois que c'est à partir des erreurs qu'on peut s'inspirer pour avoir un programme bien établi. Quand M. Fomba ou bien M. Bokoum sont à ce niveau, parce que je crois que vraiment, je veux qu'ils se rendent un peu optimistes, qu'ils essayent de nous aider dans cela. Parce que tout ce qu'ils viennent d'évoquer, c'est la vérité. Mais nous venons de très loin. Nous avons passé plus d'1 an en train de négocier entre nous et les syndicats et le gouvernement. Et je crois que nous sommes parvenus aujourd'hui, sans paraître comme un oiseau de mauvais augure, nous sommes parvenus aujourd'hui à un stade qui est à féliciter. Et je pense que ce qui est devant nous est encore plus intéressant que ce que nous avons dépassé. Et c'est pour ça que je suis optimiste. Je croise les doigts, parce que je veux que chacun d'entre nous ici, chacun des acteurs se dise que bon, c'est son histoire, c'est son affaire, que chacun en fasse sienne. Et donc ça va bien se passer. Merci. La rentrée est-elle effective dans toutes les localités du Mali? À Gao, les enseignants ont déclenché un mot d'ordre de grève de 48 heures. Ils exigent la satisfaction de 7 points de revendication. Hamil Aboubakar est le porte-parole du syndicat du collectif des enseignants de la région de Gao. Nous avons déposé un préavis de grève de 48 heures au niveau de la région de Gao que nous avons commencé à observer ce matin. Au fait, il y a plusieurs situations, des problèmes des enseignants qui se trouvent au niveau de la région de Gao. D'abord, l'année dernière, nous avons déposé 2 préavis de grève. Nous avons signé 2 protocoles d'accord. Nous avons constaté qu'il y a des points de ces protocoles d'accord qui n'ont pas été respectés par le gouverneur de la région de Gao. En plus de ça, il y a des doléances par rapport à beaucoup de situations des enseignants, surtout des problèmes financiers, en l'occurrence des problèmes de formation, de double vacation qui sont de l'année scolaire 2017-2018 et 2018-2019. Nous sommes à la 3e année comme ça, sans que les enseignants ne puissent avoir leur dû. Donc nous avons dit que c'est une situation que nous ne pouvons pas accepter. En plus, ça fait des années que des formations ne se tiennent pas au niveau de la région de Gao et nous avons constaté après des enquêtes que l'académie perçoit des sommes pour tenir des formations au nom des enseignants de la région de Gao, ce qui ne se fait pas. Voilà en grosso modo que nous avons mis sur notre préavis et que nous sommes en train d'observer aujourd'hui. Monsieur Fomba, est-ce que des revendications légitimes? Ce n'est pas discuté. Si un enseignant demande la formation, on ne peut pas être un enseignant performant, on ne peut pas prétendre aller à un enseignement de qualité sans avoir des enseignants mieux formés. Parce que, sans se tromper, on est au XXIe siècle. On est au XXIe siècle et un enseignant dépassé à tous les problèmes du monde en classe. Est-ce que c'est des raisons valables pour décréter un mot d'ordre de grève à la veille de la rentrée scolaire? Exactement. Parce que là, c'est pour aller à l'excellence. Et si vous écoutez les discours de nos politiques qui sont en charge aujourd'hui de l'éducation, tout le monde crie à l'excellence. Mais l'excellence a un prix. L'excellence a un prix. Et un enseignant sans former ne peut pas prétendre à faire mais quand même des enfants excellents. Est-ce une désolidarisation concernant l'appel du syndicat des enseignants signataires du 15 octobre qui appelle les syndicats à rejoindre leur poste? Non, pas du tout. Nous sommes au courant de cette situation. Depuis le début de cette affaire, de l'année dernière, il y a 2 préavis, et bien disons, il y a 2 protocoles d'accord signés entre eux et le gouvernement. Et disons, le gouverneur, nous sommes au courant. Et depuis le dépôt de ce préavis de grève, nous sommes informés. Et nous pensons hier que le gouverneur allait trouver une solution. Et bien sûr, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, nous demandons à ce que le gouverneur, et bien sûr, si ça dépasse ses compétences, il a la latitude de demander, bien sûr, l'appui, et bien sûr, au niveau national, et pour trouver une solution. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas et les enseignants ne sont pas en classe. Monsieur Sissoko, oui. Comment vous comprenez ce mot d'ordre de grève à la veille de la rentrée de classe? Bon, en fait, moi, je croyais vraiment qu'on n'en serait pas là à ce stade, parce que je crois que tout au long de l'année 2019,
depuis l'accord signé le 18 mai, je crois que nous sommes vraiment dans la lancée pour pouvoir nous corriger, pouvoir mieux sauter. Et je suis vraiment étonné aujourd'hui qu'on vienne évoquer ici le cas de Gao, parce que hier, parce qu'il faut reconnaître que le ministre de l'Éducation a organisé des séances de regroupement de travail pour pouvoir au moins mieux apprendre l'année 2019-2020. Donc je crois que je suis un peu étonné, parce que hier, il m'a semblé qu'il a dit devant nous qu'il allait contacter le gouverneur de Gao pour qu'enfin on puisse voir ce qu'il faudra faire. Bon, les enseignants sont un peu... Je suis vraiment désolé de le dire sur antenne. Je crois qu'ils sont pas traités, ils sont un peu pessimistes et ça vraiment, je pense que vraiment ils doivent se donner le droit d'être optimistes. Et c'est sûr et certain que rien ne sera au-dessus de ce qu'on pourra mettre à leur disposition. Et je pense que même le gouvernement est en train de prendre des dispositions à cet effet. Moi, je ne suis ni du gouvernement ni encore syndicalisme. Je suis de la société civile, je suis parent d'élèves et je suis membre de la commission de conciliation. Et je crois que nous avons posé assez de jalons pour pouvoir vraiment prouver aux uns et aux autres que nous sommes de bonne foi avec les enseignants pour pouvoir mieux travailler. Nous sommes conscients de ce qu'ils vivent. Et c'est pour ça que c'est nous-mêmes qui avons demandé à un moment donné, attention, ce dont vous souffrez, nous, on n'avait pas l'habitude, on ne le connaissait pas. On ignorait cela. Mais maintenant, permettez-nous, en tant que société civile, de nous joindre à vous pour former une synergie pour que vraiment l'école puisse mieux aller. Alors, de quoi que vraiment, quand on est dans de telles dispositions, on ne peut vraiment nous reprocher quoi que ce soit. Et je me demanderai aux enseignants, aux syndicats, vraiment d'avoir un peu d'optimisme dans leur démarche. Monsieur Bokoum, cette première grève annonce-t-elle une mauvaise chose pour la suite de l'année scolaire? Non, pas du tout. Je pense qu'ils vont trouver un point d'accord. Mais juste que je voudrais rassurer M. Sissoko que ce n'est pas du pessimisme. Mais nous voulons être le plus objectif possible pour que nos dirigeants prennent à mesure des enjeux. Parce que vous savez que dans nos systèmes de gouvernance, les gouvernants, on n'est pas sur la même planète. C'est pourquoi chaque fois il y a des revendications. Et quand on veut isoler le problème, le prendre comme un problème de l'enseignement de façon particulière, on passe à côté de la problématique. C'est un problème de gouvernance. Vous savez aujourd'hui, quand ils parlent d'incidence financière, de mettre la formation, tous ces aspects dont il parle, ça doit être le cadre d'une réflexion stratégique d'une nation par rapport à une gouvernance. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, le Mali doit avoir une vision claire par rapport à son enseignement. C'est quel modèle d'élève nous voulons? Aujourd'hui, si on est conscient que le Mali est un pays agro-silvopastoral, ça veut dire que la formation doit être adaptée à ce modèle. Combien d'enseignants nous voulons? Combien d'élèves nous voulons? Pour quel modèle? Pour quelle issue? Et pour atteindre quel objectif? Et cela nécessite des ressources financières pour atteindre quel objectif de développement global. Donc s'il n'y a pas cette inclusivité, s'il n'y a pas cette forme de prospérité partagée, ça veut dire que nous sommes dans une dynamique où les gouvernants mentent à leur peuple en réalité. Ça, c'est le vrai problème de la gouvernance. Si un État n'a pas une vision globale sur son enseignement et que les dépenses sont dans tous les sens, les revendications corporatistes vont dans tous les sens, effectivement, la capacité de l'État... Vous estimez que cette situation, parce que l'État n'a pas une vision sur son enseignement? Mais on n'a pas de planification stratégique. Mais il vient de le dire tout à l'heure qu'il n'y a pas de cahier à l'école. Ça veut dire quoi? Que dans une vision planifiée, ça veut dire qu'à un moment donné, mon père, il est des années certainement où l'école malienne sortait des cadres valeureux, où le Mali a servi de tremplin à un pays comme la Côte d'Ivoire, le Niger et tous les pays voisins. Toute l'élite venait du Mali en réalité. Mais aujourd'hui, nous avons besoin de quel modèle d'éducation au Mali? Parce qu'il faut qu'on scinde l'instruction et l'éducation. À un moment donné, il y a un contenu éducationnel qu'il faut mettre dans l'instruction. Et à un moment donné, on se dit, par exemple, que si c'est le modèle agricole qu'on veut développer, c'est des agronomes qu'il faut former. Si c'est des start-up qu'on veut faire, c'est qu'il faut des informaticiens, ainsi de suite. Donc ce modèle réel, en termes de gouvernance, n'existe pas. Nous n'avons pas une vision. Aujourd'hui, on est en train de former des chômeurs. On est en train de prendre des vacateurs qui ne sont pas des professionnels. Aujourd'hui, où est-ce qu'on met la piscopéda? Quand mon père veut tout de suite que les gens ils aient de la retenue. Mais cette formation adéquate qui est relative à la qualité d'un enseignant, toutes ces conditions aujourd'hui ne sont pas réunies.
Donc on ne peut pas dire à des enfants qu'on a pris pêle-mêle pour les formater, pour faire d'eux des enseignants et leur demander de donner une meilleure qualité de formation. Donc le contenu en termes de formation doit être défini. Quand on dit que quelqu'un est un enseignant aujourd'hui du premier cycle, on doit savoir quel est le contenu qu'on met dans cet enseignement. Quand on dit qu'un élève a l'EDF, on doit être capable de mesurer en termes de capacité, de compétences de réflexion et de mise en œuvre du contenu de ce que nous appelons notre DF. Et cela est valable pour toutes les qualifications dans une école sérieuse. Donc, en termes de vision, nous n'avons aucune vision. Nous sommes en train aujourd'hui de juste former des enfants parce qu'il faut les envoyer à l'école. Oui, l'alphabétisation, nous l'avons aujourd'hui à une certaine échelle, mais en termes de vision stratégique nous arrivons à cette formation. Nous ne l'avons pas. Où en sommes-nous avec les engagements pris par l'État l'année dernière, M. Fomba? Effectivement, l'année dernière, le 18 mai 2019, nous avons signé un procès verbal de conciliation avec le gouvernement. Les syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre demandaient 10 points. C'était 10 points de revendication. Il y a eu des points d'accord et bien sûr il y a un accord partiel et il y a un point aussi concédé par les syndicats. Aujourd'hui, nous constatons que parmi les points d'accord, il y a certains points qui traînent. Nous avons dit bien sûr à ceux qui veulent l'entendre, bien sûr, le samedi tout près, nous étions en conférence de presse pour informer l'opinion nationale et internationale de cette situation parce que nous ne pouvons pas comprendre que l'État s'engage pour la mise en œuvre d'un accord pendant 3 mois parce que 3 mois est consigné bien sûr dans le procès verbal de conciliation. Et aujourd'hui, nous sommes à 5 mois, et bien sûr, la signature du procès verbal de conciliation. Qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui? On nous dit que voilà, le problème, ils ont fait le travail, mais le secrétaire général du gouvernement a rejeté le projet. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des points qui traînent. Quels sont ces points-là? Il s'agit de ça, notamment le point 4. Le point 4, bien sûr, la régularisation de la situation administrative et financière des sortants de l'ENSUP et les autres grandes écoles, notamment Hyper, IFRA et aussi Balafasségué. Maintenant, l'ENI, nous avons dit, et bien sûr, que dans le procès verbal, c'est consigné 3 mois pour épuiser le point. Mais aujourd'hui, nous sommes à 5 mois. On nous dit que c'est le secrétaire général qui est le blocage. Ça ne peut pas passer. Le secrétaire général du gouvernement est un instrument de travail pour le gouvernement. Et bien sûr, cet instrument ne peut pas être un blocage pour que l'État puisse honorer ses engagements. Ça ne passe pas. Qui trompe qui? Donc, et ça ne peut pas marcher. Donc, il est important aujourd'hui, après ce délai, passé déjà de très loin, que le gouvernement essaye quand même de se donner tous les moyens nécessaires, et bien sûr, pour régler ce problème. Parce que nous avons dit, ce point-là n'a pas besoin, bien sûr, d'aller aux États-Unis ou bien en France pour avoir une solution. On a tous les mécanismes ici, on a tous les moyens nécessaires pour trouver une solution pour que l'État puisse respecter son engagement. Pour l'année dernière, vous étiez tous là, le peuple malien a été témoin. Nous avons été à la primature à la présence du président de la République. Il a tenu et il a instruit à ce que tous ces accords-là puissent être respectés. Mais aujourd'hui, à 5 mois, ce n'est pas le cas. Monsieur Sissoko, savez-vous pourquoi ces engagements n'ont pas été respectés? D'abord, moi, je m'inscris en faux contre ce que Fomba vient d'avancer. Et pourquoi? Je voudrais qu'au moins Fomba ait l'amabilité de reconnaître tout ce qui a été fait comme parcours. Qu'est-ce qui a été fait? D'abord, il n'y a jamais eu de cadre de concertation concernant leur préavis de grève, selon leur cahier de doléances. Et je crois qu'au sortir du 18 mai 2019, nous avons créé un cadre dans ce sens-là. Et pendant pratiquement 3 mois, chaque vendredi et chaque mercredi, on était réunis pour régler les points d'achoppement qui les opposaient. Et je crois que si Fomba doit un peu concéder ce que l'État a fait. Moi, je ne suis pas là pour défendre l'État. Vous pouvez demander à tout le monde, je n'ai jamais au cours de cet exercice-là caressé l'État de le sens des Mais poils. pourquoi ces engagements-là ne sont pas tenus? Ces engagements sont tenus. Enfin, je veux dire une chose, il y avait 10 points de revendication, dont ils ont abandonné d'eux-mêmes 1 point. Donc il restait 9. Et il y a eu 6 points qui sont vraiment résolus maintenant, sur lesquels on ne doit plus revenir. Il y a 2 points qui sont à un état d'avancement vraiment. Lui-même, il le sait, même hier, on l'a dit. Et moi, je pense quand même, faisons quand même des efforts pour pouvoir nous comprendre. Moi, je dis à Fomba. Fomba est un peu alarmiste. C'est le syndicat. Et le syndicat, justement, il est dans ses droits. Il est dans ses bottes. C'est tout à fait normal qu'il revendique davantage. Mais moi, je pense que vraiment, l'unité intellectuelle doit le pousser aussi à reconnaître ce qui a été accompli. Et vraiment d'aider
la population malienne à s'en sortir. Ce n'est pas l'État. Moi, je dis que ça ne tombera pas du ciel. Ce dont on attend là, c'est que beaucoup viennent d'évoquer là, ça ne tombera pas du ciel. C'est nous les Maliens maintenant qui devrons tout faire pour que nous puissions nous comprendre, pour que ça puisse aller. C'est vrai. C'est nous qui avons donné des enseignants à la Côte d'Ivoire, au Gabon, au Niger. C'est vrai. En montant, les lycéens étaient pris en charge par l'État. L'internat, la demi-bourse, la bourse entière, même les titres de voyage, c'est-à-dire les réquisitions de voyage. Mais pourquoi aujourd'hui il y a toutes ces difficultés? Mais c'est parce que la démographie aidante, et avec tout ce que les structures de la Banque mondiale et des études de Bretton Woods nous ont exigé. En réalité, l'erreur, ça a été que nos cadres n'ont pas prévu ça et prévu des mesures d'accompagnement. Et ça, c'est vrai. Maintenant, on a laissé l'enfant à la charge totale de son père, de sa famille. L'État n'a pris aucun engagement, c'est vrai, ça s'est passé à un moment donné. Mais maintenant, on veut corriger ça. Et je pense que, non, parce que Fomba, ce n'est pas la peine de faire des simagrées. Moi, je pense quand même que, nous sommes actuellement à une phase qu'il faut vraiment, au cours de laquelle il faut maintenant aider à ce que vraiment le travail puisse bien se faire. D'accord. Vraiment, je vais aussi vous permettez. Allez-y. Parce que disant que c'est une affaire à tous, effectivement, mais il y a des responsables. Aujourd'hui, non, s'il vous plaît, parce qu'aujourd'hui, il y a un engagement. Même si c'est 10 engagements, même si c'est 2, il est important quand même que nous nous sommes donné un délai d'exécution. Et il y a un point qui traîne. C'est un point important pour nous. Et l'État s'est engagé, et bien sûr, à exécuter ce point dans un délai précis. Et aujourd'hui... Non, ce n'est pas une mesure en soi. L'État ne peut pas... L'État a promis. L'État a promis de faire... Mais l'État ne peut pas gérer tout ce calendrier-là. Non. Nous sommes quand même des humains avec les impondérés. Non, s'il vous plaît. Monsieur Bokoum, est-ce que dans ce cas, on peut parler d'incapacité de solutionner les revendications fondamentales? Non, je ne pense pas qu'on soit dans l'incapacité, en réalité, de résoudre toutes ces questions. Nous en avons les moyens, en termes de ressources humaines, en termes de ressources financières, mais souvent nous manquons de bonne foi. Je le dis toujours, le problème fondamentalement dans cette histoire, c'est la gouvernance et la transparence. Vous savez, même s'il y a un point d'échappement de ce genre, on n'aurait pas dû attendre que les cours reprennent avant de prendre langue avec les syndicats. C'est de les appeler et de leur dire, bon, voilà, nous avons quelques contraintes qui font qu'on ne va pas pouvoir exécuter les calendriers, qu'elles soient financières ou d'ordre technique ou ceci, cela. Il faut discuter avec les gens, il faut respecter ces interlocuteurs. Et cela, ça marque à nos dirigeants. Donc, en réalité, ce n'est pas que ce soit au-dessus de notre portée, mais la méthodologie pose problème, parce que ça, c'est la gouvernance. Pourquoi cette méthodologie pose problème? Je ne saurais répondre à la place de nos dirigeants qui, je pense qu'en réalité, nous insultent. Parce que, vous savez, aujourd'hui, quand on parle des institutions de Bretton Woods, tous ces instruments aujourd'hui qui plombent l'aile de l'économie malienne, c'est inconcevable que depuis ces années, que nos intellectuels, que nos dirigeants n'osent pas encore dire la vérité à la population. On a des contraintes, c'est vrai. Mais est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas d'intellectuels dans ce pays? Qu'on n'a pas des gens capables de réfléchir à comment nous en sortir dans ces différents mécanismes et à proposer des solutions et renégocier les traités que nous avons traités avec ces institutions financières? Non, nous sommes capables de le faire. Aujourd'hui, le Mali est l'un des rares pays où les ressources naturelles aujourd'hui permettent de renégocier un certain nombre de contrats. Tout à fait. Parce que les banques aujourd'hui, pour lever des fonds, on a besoin au moins de garanties. Et les garanties, c'est quoi? C'est ces ressources financières. Et si nous faisons une évaluation de notre sous-sol aujourd'hui, la capacité même en termes de production d'or peut permettre de garantir à l'État de Mali de négocier très fort un certain nombre de choses. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes dans l'attentisme. Nous ne faisons rien. Parce que c'est pourquoi j'ai parlé de l'école en termes de vision. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on se dise, si on doit former des gens qui vont travailler dans les mines, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Si on doit former des gens qui vont prendre le relais à ces solutions qu'il faut. Pendant ce temps, plus de 150 écoles restent fermées au nord et au centre du pays, malgré la promesse des autorités d'ouvrir près de 300 écoles fermées pour cause d'insécurité. Est-ce des dispositions ont été prises pour le retour des enseignants dans ces localités, M. Fomba? D'abord, vraiment, c'est inquiétant cette situation. Parce qu'il est important aujourd'hui de rappeler que nous avons beaucoup de nos collègues qui ont été enlevés.
Mais tout près de l'année dernière, on a un collègue du nom de Seibou qui a été enlevé parce qu'il quittait Tenengo pour aller chercher les salaires à Mopti. Il a été enlevé. Et jusque-là, on n'a aucune nouvelle. Vous savez, dans ces zones-là, l'enseignant est traité d'une manière comme si ce n'est pas un humain, quoi. En toute réalité. Comme si ce n'est pas un humain. En toute réalité. Vous savez, quand Seibou a été enlevé, nous avons informé non seulement le gouverneur, nous avons jugé nécessaire aussi d'informer le gouvernement. Mais vous savez, il n'y a eu aucune déclaration, il n'y a eu aucune démarche. Et bien sûr, il n'y a eu rien comme action pour nous permettre de se rassurer et de penser que nous allons voir notre collègue dans un... Mais actuellement, est-ce que vous avez trouvé des assurances? Non, on n'en a pas. C'est ce que je suis en train de vous dire. On n'en a pas. Et on n'en a pas. L'année dernière, tout près, quand Boubé était Premier ministre, il est allé dans la zone de Mopti. Ils sont allés réouvrir certaines écoles. Dès qu'ils se sont retournés à Mopti, et bien sûr, l'école a été fermée. Le gouvernement annonce l'ouverture de 300 écoles. Mais est-ce que vous êtes prêt pour retourner dans Non, nous avons dit là où, bien sûr, l'État peut garantir la sécurité des enseignants, ils vont aller. Là où aussi les autres services se retrouvent. Aujourd'hui, dans le préavis des camarades de Mopti, il y a cette revendication, le retour des services techniques. Mais comment pouvez-vous comprendre aujourd'hui que les autres fonctionnaires ne sont pas dans une localité? Voulez-vous que les enseignants s'y rendent? Mais ils ne sont pas des Maliens? Les tuer là, ça ne fait pas de conséquences? Non, quand même. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, l'État, nous avons dit hier au ministre de l'Éducation, nous ne serons pas d'accord qu'on envoie les enseignants à la boucherie. Là où l'État peut sécuriser les enseignants, ils vont aller. Mais là où l'État ne peut pas sécuriser les enseignants, ils ne vont pas aller. Là, ce n'est pas possible. C'est vraiment comme de l'eau à boire. Et à cela, aujourd'hui, il y a des mesures très peu, bien sûr, qui sont prises dans ces zones difficiles-là pour accompagner les enseignants. Parce que vous savez, contrairement à d'autres fonctionnaires, les enseignants, c'est chaque mois qu'ils peuvent avoir de l'argent. Et beaucoup d'entre eux n'ont pas leur famille là-bas parce que seuls même vivre là-bas, c'est compliqué. Maintenant, à la fin de chaque mois, ils doivent venir dans les centres-villes pour avoir leur argent. Et dans ces localités-là, et bien sûr, il n'y a pas de banque dans beaucoup aussi de centres-villes aujourd'hui, dans ces zones-là dont nous faisons allusion aujourd'hui. Comment ils vont vivre? Donc l'État prend tout ça en compte. On doit calculer tout ça. Et là où ce n'est pas possible, ayons le courage de le dire. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas politiser l'école. Il ne faut pas aller et faire des spectacles. Et sachant très bien que ce n'est pas possible, et faire des spectacles et retourner... Donc, en résumé, on va assister encore à des écoles fermées. Nous souhaitons vraiment que l'État se donne les moyens nécessaires pour sécuriser ces différentes localités et pour que les enfants puissent aller à l'école et pour aussi sécuriser les enseignants du Mali. Parce qu'aujourd'hui, il est important de dire que ceux-là qui ne partent pas à l'école, c'est les enfants de qui? Là aussi, c'est important parce que l'école étant tellement sensible qu'il est important que nous portons certaines réflexions autour de certaines questions. Si l'État n'accorde pas autant d'importance à cette question des zones, même à l'école publique, parce qu'ils n'ont pas leurs enfants dans ces écoles publiques. Le ministre de l'Éducation n'a pas son enfant dans une école publique, le Premier ministre n'a aucun enfant dans une école publique et le président de la République n'a aucun enfant, même ses petits-fils, même ses arrière-fils ne sont pas dans ces écoles publiques. Donc, ce qui fait aujourd'hui que l'école publique est laissée à elle-même. D'accord. Monsieur Sissoko, est-ce normal d'envoyer les enseignants là où l'État n'est pas présent? Bon, moi, je dis que ça, c'est un peu acerbe d'affirmer cela. Et Fomba lui-même le sait, le ministre l'a dit devant tout le monde. Tant qu'il n'y aura pas de sécurité dans les localités, aucun enseignant ne s'y rendra. Il a confirmé devant nous, devant tout le monde, hier, au cours de la réunion de concertation. Mais pourtant, le gouvernement a annoncé l'ouverture de 300 écoles. Mais ils ont entrepris des actions dans ce sens-là. Et tout le monde doit se mettre rêveur pour pouvoir que ça réussisse. Moi, mon vœu le plus ardent en tant que parent d'élève, c'est que ça réussisse. La guerre asymétrique actuellement dont vit le Mali, mais quand même, ce n'est pas quelque chose à négliger. On doit prendre quand même part de ça quand on est un peu responsable. Moi, je n'en veux pas aux enseignants de dire que bon, ils ne vont pas dans des localités qui ne sont pas sécurisées. Et personne ne tient à cela. Nous avons dit seulement que maintenant, il faut tous maintenant espérer qu'on puisse vraiment apprendre à suivre la promesse qu'ils ont faite à ces populations-là, d'ouvrir 300 et quelques écoles au niveau du centre. Et pas que vraiment, si on est de bonne foi quand même, on doit quand même œuvrer dans ce sens-là. Et moi, je dis à Fomba,
maintenant que les syndicats cessent maintenant de faire de l'ostracisme autour d'eux-mêmes, de faire comme si eux n'existaient. On n'a pas. Donc si je comprends bien, dans ces 300 écoles-là, l'État sera présent. Mais l'État a commencé une action avec l'UNICEF, avec l'UNESCO, ceci, cela, pour pouvoir ouvrir ces écoles-là. Et donc l'État a fait cela. Moi, je ne veux pas d'afropessimisme inutile qui ne servent à rien. Non, l'UNICEF, l'UNESCO, là, c'est des accompagnements financiers. Voilà, mais ils ont promis d'accompagner l'État afin que ces structures-là, quand même, soient créées. Oui, ce dont nous parlons, c'est la sécurité. L'UNICEF n'est pas en charge aujourd'hui de la sécurité des enfants. Le ministre a dit devant tout le monde qu'il ne sera pas question d'envoyer un seul enseignant quelque part là où il n'y a pas les autres structures de l'État. Donc la sécurité. Fomba, soyons un peu, comprenons un peu les choses et essayons d'agir en cadre. Vous êtes appelé un jour à gérer ce pays-là. Si dès à prime abord vous commencez à être pessimiste partout, ça n'ira pas. Ayez un peu d'optimisme. Vous êtes vraiment un futur cadre qui va certainement diriger ce service-là un jour. Donc moi je vous conseille vraiment d'abord de savoir raison garder et d'accepter certaines contraintes. Un enseignant, ce n'est pas n'importe qui. Vous voulez faire croire aux gens que l'enseignant comprend l'enseignant comme à la boîte à soir. Non, ce n'est pas ça, Fomba. Un enseignant, c'est capital pour moi. Un enseignant, c'est vraiment la source même d'un pays. Comment voulez-vous vous rendre aussi médiocre que ça? On a connu des enseignants. Quand Issa Yena est parti au centre en Afrique centrale pour former les écoles de l'Afrique centrale, et Issa Yena est là. Et parmi vous-même, il y a des gens qui sont vraiment de bonne qualité. Espérons quand même pouvoir au moins que ça nous serve un jour. Mais si vous voulez rendre tout pessimiste là, parce qu'aujourd'hui, il y a des relents politiques, il y a des relents syndicaux, il y a des relents ceci, cela, partout. Mais de grâce, faites-nous économie de ça et vraiment essayons d'être d'abord un peu de... D'accord. Monsieur Bokoum, est-ce qu'on est en train de mettre la charrue devant le bœuf? Qu'est-ce que vous voulez dire par mettre la charrue avant le bœuf? Oui, l'État qui annonce la réouverture de 300 écoles pendant qu'il y a l'insécurité dans ces zones-là. Je pense que c'est des déclarations d'intention. C'est à saluer s'ils veulent faire 300 écoles, 500 écoles. C'est une bonne chose. Mais restons très vigilants et très optimistes et voyons les choses en face. Aujourd'hui, c'est impossible de le faire. Ça, c'est la triste réalité. Impossible de faire quoi? D'ouvrir 300 écoles dans ces zones. C'est des déclarations d'intention que je salue. Voilà, voilà un ministre qui veut nous prouver sa bonne foi pour ouvrir autant d'écoles. C'est une très bonne chose. Mais juste que dans les faits, c'est impossible d'aller à cet exercice à la date d'aujourd'hui. Pourquoi? Pour la simple raison que ce qui paraît être essentiel aujourd'hui, c'est comment sécuriser l'ensemble du territoire national. La vraie problématique, et là où je trouve que l'État pêche beaucoup, c'est parce qu'il n'y a aucun mécanisme réel aujourd'hui mis en place pour sécuriser l'ensemble du territoire national. En termes de vision, tout ce qui a été développé à travers le G5, la MINUSMA, Barkhane et toutes ces grandes artilleries qui sont là, nous ne voyons pas aujourd'hui quel est le mécanisme réel qui permet de stopper ce phénomène d'insécurité. Parce que quand j'ai vu encore hier les chefs d'État en train de chercher de l'argent pour dire qu'on veut encore renforcer ces structures, je dis que jusque-là, ça veut dire qu'on se pose encore les très mauvaises questions. Le problème du Mali aujourd'hui en termes de sécurité n'est pas un problème militaire. Même si vous amenez l'armée des États-Unis, aujourd'hui vous les faites débarquer à Bamako dans les mêmes structures, ça ne marchera pas. Il y a des questions essentielles aujourd'hui qu'il faut résoudre au Mali. Vous prenez la structuration de l'État du Mali aujourd'hui, toutes les difficultés que nous avons financièrement sont liées à des questions purement géostratégiques. Donc on ne peut pas amener des militaires pour aller faire la guerre contre des djihadistes qui sont plus ou moins invisibles. Alors qu'en réalité, ces populations plus ou moins se fondent dans la population elle-même. Donc le vrai problème, oui, le problème, il est le problème de développement local. Aujourd'hui, si vous asséchez la mare dans laquelle ces poissons vivent, les poissons là, ils vont mourir. C'est de l'intelligence qu'il faut aborder ces différentes questions. Ce n'est pas un problème militaire. Donc l'intelligence aurait voulu aujourd'hui que les populations dans lesquelles les djihadistes se fondent soient rassurés par rapport à leur développement local pour qu'ils ne soient pas complices de ce djihadisme. Donc le mécanisme, certes, il est complexe, mais on n'en prend pas toute la mesure parce que le vrai problème de fond, c'est un problème de développement local. Donc si les communautés aujourd'hui se sentent délaissées par les différents gouvernements,
qui a donné naissance à un certain nombre de mouvements et qui après nous n'avons pas pu contrôler parce que d'autres mains sont derrière. Il faut que nous ayons aussi l'honnêteté de dire exactement ce qui se passe et la question géopolitique, même s'il faut aller dans un débat sur les forums, il faut de façon diplomatique gérer cette question. Moi, je crois que nous ne sommes pas au dialogue inclusif. Monsieur Fomba, quelle solution faut-il pour la réouverture de ces écoles et le retour des enseignants dans ces zones? Quelle solution pour le retour des enseignants dans ces zones? Tout d'abord, permettez-moi de dire, bien sûr, à M. Sissoko, le parent d'élève, que nous ne sommes pas pessimistes, mais nous sommes réalistes. Les syndicats, nous sommes réalistes. C'est-à-dire que faisons ce qui est possible. Mais ne nous mettons pas dans le spectacle là où on parle de l'école. Ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, pour aller bien sûr à la réouverture de ces écoles-là, moi je dis, et bien sûr, il faut l'État, cette question de sécurité-là, elle est primordiale. Il faut sécuriser les zones et mettre les gens en confiance pour qu'ils puissent aller faire le travail. Même si vous amenez les enseignants dans des conditions souvent très dramatiques, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? L'enseignement, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme le paysan qui prend ça d'abord, il part au champ et il fait ce qu'il peut. Non, c'est toute une planification, c'est pas comme ça. Donc vraiment, il faut que les gens, bien sûr, aient cette vision-là. Maintenant, au-delà, et bien sûr, il faut aussi rappeler aujourd'hui que nous avons commencé l'année scolaire, mais les syndicats ont des équipes au-delà des promesses de l'année dernière. Et bien sûr, aujourd'hui, nous avons bien sûr des difficultés de violation de textes. Et bien sûr, concernant les enseignants. L'année dernière, disons, c'est 2019, janvier 2019, le gouvernement a signé un accord, bien sûr, avec l'UNTM pour augmenter les salaires. Et bien sûr, de tous les fonctionnaires. Et bien sûr, le constat, c'est qu'aujourd'hui, les enseignants sont occultés. Et bien sûr, dans cette démarche. Parce que, alors que la loi aujourd'hui qui régit les enseignants, notamment la loi 2018-007, en son article 39, donne cette augmentation-là de plein droit aux enseignants. Mais le gouvernement, bien sûr, de façon délibérée, est en train de violer ou d'ignorer, bien sûr, cette disposition-là. Nous ne sommes pas d'accord. Nous avons écrit. Il faut que vraiment les gens comprennent. Cette année, nous avons adopté une démarche. Nous avons d'abord rencontré les associations et les sociétés civiles. Et bien sûr, dont la FENAPEM, auquel M. Sissoko fait partie. Et encore, nous avons rencontré les regroupements des partis politiques. Après, nous avons souhaité rencontrer les familles fondatrices de Bamako et les religieux. Pour le moment, il n'y a pas de suite à cela. Nous avons envoyé des correspondances au ministre du Dialogue social, au Premier ministre. Nous avons même souhaité rencontrer le Premier ministre depuis le 12 septembre sans suite. Nous pensons que ce mépris ne peut pas marcher envers les enseignants. Alors, nous demandons seulement à ceux qu'on respecte les dispositions de la loi et cette violation nous concernant ne peut pas marcher. D'accord. Monsieur Sissoko, quel avenir pour ces enfants non scolarisés et déscolarisés dans ces zones d'insécurité? Mais l'avenir est douteux. Parce qu'en fait, nous agissons toujours dans ce sens-là, afin que leur avenir soit incertain. Tous les acteurs autour de l'école le font maintenant. Nous rendons ces enfants-là misérables. Je vais vous dire une chose. Pendant ces 5 mois-là que l'école, les enfants ne sont pas allés à l'école, ce sont les enfants des pauvres. Sans quoi les enfants des riches ont été à l'école. Chaque fois qu'on envoyait une meute d'enfants pour d'étudiants ou d'AM pour les sortir, ils offraient de l'argent à ces jeunes gens-là et puis ils s'en allaient et puis ils les laissaient travailler gentiment. Moi, je veux dire à Fomba qu'il n'a pas été dit qu'il ne sera pas octroyé ce que la grille de l'UNTM a engendré. Le ministre l'a dit hier. Il a dit, mais quand vous êtes allé voir le Premier ministre, je vais m'employer moi-même pour qu'il vous rencontre. Parce que vraiment, moi, quand on évoque souvent quand on a des avis, qu'on essaie vraiment de voir comment étaler ça sans être populiste. Parce que ça veut dire quoi? Le ministre même est dans la logique que l'État est une continuité. Tout l'État. Il l'a dit. L'État est une continuité. S'il s'avère que dans l'article, c'est bien l'article 39, non? Il a dit si vraiment il existe bien dans l'article 39 qu'il y a une telle allusion, et je crois que je m'emploierai auprès du Premier ministre pour qu'il vous rencontre. Dans la même lancée, on annonce des nouvelles. Il faut pas. Moi, je vois que vraiment, il faut qu'on soit vraiment humaniste et qu'on essaie de comprendre les choses. Dans la même lancée, on annonce des nouvelles introductions dans le système éducatif, notamment le retour des épreuves orales à l'examen du baccalauréat, la suppression du DF au profit du baccalauréat pour le concours d'entrée à l'IFM et le renforcement de l'apprentissage de l'anglais. Monsieur Bokoum, est-ce que c'est faisable? Sur ça, là. Oui, je pense qu'on ne peut pas dire que ce n'est pas faisable, mais c'est pour quelle vision? Moi, mon problème, c'est en termes même de vision de l'État.
Aujourd'hui, qu'on me dise qu'on va même arrêter la langue française à l'école pour aller à l'anglais ou à l'allemand, je n'ai aucun problème. Mais c'est pour quel objectif réellement? Aujourd'hui, on veut mettre le bac écrit et oral, comme on le faisait par le passé. Si réellement, c'est de dire que la méthode d'enseignement va changer en vue de former des jeunes de plus grande qualité, ça veut dire que déjà, on est inscrit dans une vision. Et c'est cette vision que je ne vois pas. Parce qu'aujourd'hui, moi, je serais enclin de comprendre qu'on est en train de faire ça pour avoir un bac technique, pour avoir un bac d'une autre envergure, pour une vision très claire. Et il a dit tantôt, non, je vais juste finir en disant, tantôt quand M. Sissoko a parlé de politique, j'ai dit, de toutes les façons, ce n'est pas une histoire politicienne. Nous voulons juste dire une chose, que tant qu'on n'a pas une politique, tant qu'on n'a pas une vision, on ne peut pas dérouler quelque chose. Donc cette vision et cette articulation nécessitent qu'on ait une vision, une politique de faire les choses. C'est de ça que nous parlons. Et s'il y a la mauvaise gouvernance à la clé, on est désolé, même si cela dérange certains partis qui pensent qu'ils sont au pouvoir ou que cela confère de la légitimité à certaines partis qui sont dans l'opposition. Est-ce qu'il y a des avantages de ces mesures-là? Quels peuvent être les avantages? Mais quand même, nous appartenons à une zone, à une sous-région. Dans les autres pays, c'est le système qui est en train d'évoluer, de se pratiquer. Il est temps maintenant que nous ne soyons pas à la traîne quand même par rapport aux autres. Il est normal maintenant que nous... Parce que le bac maintenant va avoir lieu dans les 8 États de la sous-région, de l'UEMOA. Les mêmes sujets, à la même heure, les mêmes jours. Et vous croyez que vraiment, si nous on ne fait pas d'efforts, on ne va pas rester à la traîne? Monsieur Fomba, la vision donc pour prendre Bokoum, moi je dirais quand même que Bokoum nous aide dans cette vision-là. Monsieur Fomba, est-ce que le contexte est-il approprié pour ces mesures-là? Est-ce que les enseignants sont suffisamment informés pour ça? C'est ça la grande question. Parce que, par exemple, pour supprimer le niveau DF dans les IFM, nous avons posé la question au ministre de l'Éducation hier, et ils vont sortir comme quelle catégorie? Est-ce qu'il y a suffisamment de classes? Parce que dans les classes aujourd'hui, dans les IFM, il y a les niveaux DF en première année qui ont redoublé. Ils seront dans les mêmes classes que les niveaux bac. Quelles sont les dispositions prises? Ils disent qu'ils sont en train d'analyser et ils vont voir si c'est possible. Si ce n'est pas possible, ils verront comment abandonner. Maintenant, pour le bac oral, nous l'avons dit hier que nous ne sommes plus dans le même programme que, bien sûr, qu'au passé, où on faisait le bac oral. Mais aujourd'hui, si on veut aller, il faut que nous analysions et voir les tenants et les aboutissants. Et bien sûr, parce qu'il ne faut pas aller parce qu'on veut aller, mais il faut aller pour un résultat, pour un objectif. Nous l'avons dit hier. Maintenant, bien sûr, pour l'autre mesure, aujourd'hui, moi je dis dans la globalité, il ne s'agit pas de dire, parce que c'est une exigence du PRODEC, la suppression du DF. Mais est-ce qu'il faut aller à une réforme parce que au Burkina, parce qu'en Côte d'Ivoire, il y en a? Non. C'est ce qui nous a introduit dans ces histoires-là. Et nous avons du mal, bien sûr, à nous en sortir. Ouais. Il faut que nous savions qu'est-ce que nous pouvons réellement pour un enseignement de qualité. Monsieur Bokoum, est-ce que cela n'aura pas un impact négatif sur les enfants vu le niveau de scolarité? Non, je pense que pas forcément. C'est-à-dire, moi, là où j'ai le problème, se conformer au pays de l'UEMOA ne me pose aucun problème, en réalité. Mais c'est de juste dire qu'en toute chose, il faut une planification, il faut une vision stratégique. C'est de ça qu'on parle en réalité. Si aujourd'hui, on a traîné pendant combien de temps et qu'on n'a pas fait ce saut vers les pays de l'UEMOA, maintenant, si on doit le faire, c'est d'analyser les tenants et les aboutissants, le comment, le pourquoi, quels sont les impacts négatifs. Il faut tout analyser. Il ne faut pas juste sauter pour le plaisir de sauter. Il ne faut pas aller dans le conformisme. Donc, nous demandons juste que ce soit des structures qui réfléchissent à tous les compartiments de la question et de ne pas sauter juste parce qu'on veut se conformer aux autres pays. Monsieur Sissoko, quel avenir pour les élèves de cette époque? Bon, je crois que vraiment c'est un peu sombre. Et je préfère vraiment rêver que ce soit vraiment l'idéal. Voilà, c'est à ce terme que prend fin ce débat. Nous étions avec Adama Fomba de la synergie des syndicats signataires du 15 octobre 2016, Djoukamadi Sissoko de la Fédération nationale de parents d'élèves et Boubacar Bokoum, analyste. À la mise en onde et régie vidéo, Péting Diara et Mamadou Ouattara. Ce débat a été réalisé et coordonné par Mohamedou Touré avec une présentation de Imran Akilo à Maïga. À demain pour un autre débat.
Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba.